bien voilà, bonjour à tout le monde. Vous le savez, depuis l'édition 2022, nous avons pris l'habitude d'inviter des grands témoins pour nous aider à aller un peu plus loin que nos productions et que nos activités de commercialisation de fruits et légumes, à aller un peu de l'avant, à réfléchir aux problèmes de société, aux problèmes que connaissent le monde agricole et agroalimentaire. L'an dernier, nous avions David Jaïs et Olivier Dauvert. Cette année, demain, nous aurons Jean-Marie Serroni. Mais aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Jean Viard. Bonjour. Bonjour. Rebonjour. Jean Viard, vous êtes sociologue, vous êtes chercheur, directeur de recherche associé au CEVIPOF CNRS. Alors, c'est des acronymes, mais c'est des grandes boutiques françaises quand même. C'est Sciences Po, quoi. Sciences Po Paris. Voilà, Sciences Po Paris. Vous êtes aussi quand même un spécialiste de longue date de la ruralité et du monde rural, même si vos travaux ne se résument pas qu'à ça, mais ça, vous aviez consacré beaucoup de temps. Vous connaissez bien le monde agricole, vous travaillez dessus beaucoup. Vous travaillez beaucoup aussi ces temps-ci sur les retraites, mais c'est notre sujet. Et on n'en parlera pas aujourd'hui, ou alors après minuit. Et j'ai souhaité vous avoir aujourd'hui avec nous pour le monde agricole est confronté à beaucoup de questionnements, beaucoup de regards de la société. Il y a cette transition agroécologique que tout le monde veut faire, mais derrière quoi tout le monde ne met pas les mêmes mots et les mêmes recettes et les mêmes solutions. Donc Jean Viard, quelle est la première chose que vous avez envie de nous dire sur ce sujet? Juste au début, moi j'habite à la campagne, dans une zone de vigne. J'ai même eu une petite exploitation dans la période de 68, donc vous voyez, mais je suis un ancien bavard converti. Donc je connais un tout petit peu comment ça fonctionne. Bon, je le dis, mais voilà, pour dire, je suis pas parisien. D'ailleurs, j'ai jamais voulu habiter à Paris parce que je dois faire de la recherche en habitant à Paris sur la société. C'est tellement décalé que je préfère habiter dans mon village. Bon, une fois que j'ai dit ça, c'est quoi le message? Le message, c'est que avec la grande pandémie, maintenant c'est la nature qui fait l'histoire. Avant la pandémie, on avait l'impression qu'on était dans la fin de la culture du progrès. Le progrès, depuis 150 ans, discutait progrès de la science, progrès de la médecine, et on était tous d'accord sur le progrès. On n'était pas d'accord sur la répartition des fruits du progrès, entre le travail, le capital, les patrons, mais on était tous d'accord sur l'idéologie du progrès. Depuis le début du XXIe siècle, on était de moins en moins d'accord. Et donc, on disait, mais le progrès, est-ce que c'est un progrès? On voyait tous les côtés négatifs. Et donc, on se définissait de plus en plus par son identité, d'où je suis, ma couleur, qu'est-ce que je fais, ma religion, etc. On était revenu à une société très identitaire. Et puis, est arrivée cette pandémie gigantesque qui, à mon avis, a profondément changé les mentalités dans le monde entier. Vous allez en Chine, vous allez aux États-Unis, vous êtes en Europe, c'est la même chose. Partout, on a compris que le réchauffement climatique était en train de déstructurer le monde. On le savait avant, il y avait des lanceurs d'alerte qui l'avaient dit. On commençait, on ne pouvait plus rouler en diesel, il fallait trier ses bouteilles. Enfin, entre trier ses bouteilles et voir fondre les glaciers, il y a quand même un écart d'efficacité gigantesque. Donc, si vous voulez, je pense que, pour le dire simplement, cette grande pandémie a augmenté nos chances de gagner la bataille climatique. C'est une bataille, c'est une guerre, la guerre climatique. Hein. Et je pense que la pandémie a augmenté nos chances de gagner cette guerre parce que toutes les opinions publiques ont été bousculées et parce qu'on s'est... Vous savez, la pandémie, on s'est mis 5 milliards pour la gagner. Jamais dans l'histoire humaine, 5 milliards d'hommes n'ont mené le même combat. On a sauvé à peu près 300 millions de vies d'après les spécialistes. 300 millions en mettant des masques, en sortant pas, en arrêtant de voyager. Donc, si vous voulez, c'est le plus gros succès. Pour vous donner un ordre de grandeur, 50 millions de personnes et Staline aussi. Donc, c'est des masses. Là, on en a sauvé 300 millions. La précédente grande pandémie avait tué à peu près 100 millions de personnes au moment après la guerre de 14, et on était 2 fois moins nombreux et on circulait beaucoup moins. C'est pour ça que les spécialistes travaillent sur une hypothèse qu'on a sauvé 300 millions de vies, dont 20 millions par le vaccin. Et donc, on a remis la science au milieu de la société. Parce qu'on a redit, heureusement qu'il y avait ce vaccin. On ne l'avait pas, on l'a inventé, on a investi massivement. Et juste une petite parenthèse, le seul pays du Conseil de sécurité qui n'a pas trouvé de vaccin, c'est la France. C'est-à-dire qu'à force de dire, oui, on est les meilleurs en médecine, on a la Sécu, on a la Sanofi et tout, non, quand on ne paye pas ces chercheurs, il y a des chercheurs français qui ont contribué à trouver le vaccin, mais ils n'étaient pas en France, ils étaient aux États-Unis, etc. Ce n'est pas les Français qui sont devenus idiots, c'est notre rapport à la science et à l'industrie qui est devenu inefficace. Et donc, il faut se dire qu'on a raté ça. Mais sur le fond, le plus important,
c'est cette guerre planétaire. Rappelez-vous, on regardait ce que faisaient les Coréens, on regardait ce que faisaient les Italiens. On était en train de se demander qu'est-ce qu'il fallait faire. On s'est rendu compte qu'en Asie, la plupart des grandes pandémies viennent d'Asie. Pas le sida depuis toujours, pour des tas de raisons, de promiscuité, de chaleur, de mode de vie. Mais eux, ils mettent des masques tout le temps. Mais avant, vous voyez un type avec un masque dans la rue, vous aviez l'impression qu'il avait peur de vous, qu'il vous agressait. C'était que des Chinois, généralement c'était des Chinois ou des Asiatiques. Et on se disait, mais pourquoi il met un masque? Là, je ne vais pas lui cracher. Donc en fait, c'était dans l'autre sens. Lui, il mettait un masque parce qu'il avait la grippe, pour ne pas nous filer un microbe. Mais on le voyait comme une agression. Donc si vous voulez, tout ça a bouleversé le monde. Et je crois, les questions agricoles, j'en parlerai après, mais il faut se dire que la société a tellement changé que le monde agricole doit comprendre qu'il n'a plus les mêmes enjeux qu'avant. Il s'est passé une rupture, si vous voulez. Et cette rupture, c'est pour ça que je vais donner les chiffres des gens sauvés, mais rien qu'en France, vous avez 1 million de couples qui ont explosé. Vous avez 2 ou 3 millions de personnes qui ont déménagé, 2 ou 3 millions qui ont quitté leur boulot. C'est-à-dire, et encore, on n'est pas le pays le plus bousculé. Les Américains, il y a 48 millions d'Américains qui ont démissionné de leur job sur 150 millions de salariés, presque le tiers. En Chine, on est entre 10 et 15% d'explosion des couples. Nous, on a 1 million de couples qui ont explosé sur 15 millions. On a une augmentation des violences partout dans la guerre, sur les routes. Regardez, sur les routes, c'est passionnant ce qui se passe, si j'ose dire. Il y a moins d'accidents, il y a plus de morts. Parce qu'il y a plus de gens qui font les cons, ils roulent très vite, etc. Donc, d'un coup, on a moins d'accidents et plus de morts. Dans les couples, à Paris, 24% d'augmentation des femmes battues à Paris depuis 3 ans. En tout cas, celles qui le déclarent. Donc, on pourrait discuter du déclaratif. Mais sur le fond, il y a de la violence partout. Bon. Je ne parlerai pas de l'attaque russe en Ukraine, etc. Tout ça relève d'une société profondément traumatisée et, si vous voulez, qui du coup a peur de l'avenir. Et j'utilise souvent la même image, mais je l'aime bien, c'est de dire au fond, c'est tous comme si on avait eu un cancer, un mauvais cancer. Et puis un jour, on vous dit, t'es guéri. Et on se dit, mais qu'est-ce que je fais de la vie qui me reste? Je reste au même endroit, je travaille, je vis avec le même partenaire, je continue à voter pour le même parti, ou est-ce que je réalise mes rêves? Il y a des dizaines de milliers de gens en ce moment qui, par exemple, déménagent, parce que pendant la pandémie, ils en ont discuté, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait, chérie, dans les deux sens? Et bien, au lieu de partir à l'âge de la retraite, ils sont partis à 50 ans. Là où j'habite, c'est le mouvement général. C'est-à-dire que, on a réévalué nos vies. C'est pour ça qu'on ne trouve plus personne pour servir dans les restaurants. C'est pour ça qu'on ne trouve plus personne pour conduire les camions longue distance. Parce que les gens, pendant 2 mois, ils étaient payés. D'abord, on ne savait pas si ça allait durer 2 mois. Nous, on le sait aujourd'hui, mais on ne savait pas si ça n'allait pas durer 2 ans. Il faut bien se représenter. Et donc, si vous voulez, dans les métiers où, au fond, on gâche sa vie à la gagner, pour le dire comme ça, par exemple, les chauffeurs routiers qui traversent l'Europe, c'est quasiment impossible d'en trouver. Les gens qui servent dans les restaurants le soir, ça devient très problématique, etc. Et ces métiers qui gâchent la vie privée, on ne trouve plus de main-d'œuvre. Donc, c'est bien parce que les gens ont réfléchi, ils ont réévalué leur vie, c'est pour ça qu'il y en a qui se sont séparés, c'est pour ça qu'il y en a qui ont déménagé. Mais disions-nous que, si vous voulez, c'est une tragédie profondément créatrice, parce qu'on a réfléchi, parce qu'on s'est réintéressé au local, d'abord pour se nourrir, bien sûr, parce qu'on est devenu très très fort en numérique. Si je vous dis Skype, si je vous dis ça, vous êtes tous compétents. Et on est devenu très compétents en numérique dans les familles. Le cœur de la lutte contre le Covid, ça a été l'intrafamilial, la circulation entre les générations par Internet, les grands-parents, les parents, les petits-enfants. Et je vous rappelle que dans le développement de cette maladie, les 2 moments où la maladie n'a pas progressé, c'est pendant les fêtes de Noël. Parce qu'on a diffusé les messages de protection, on a réuni les familles, mais les jeunes se sont protégés, les grands-parents aussi. Il y a un ministre un peu idiot qui a dit qu'il faut garder les grands-parents à la cuisine. Bon, celui-là, j'espère qu'on ne l'a pas gardé. Mais sur le fond, c'était pas ça l'idée. C'était qu'effectivement, c'est un rapport de protection. Dites-vous ça, 5 milliards de protection. Dites-vous qu'on a enlevé 1,5 milliard d'enfants des écoles. Dites-vous aussi qu'on s'est tous affrontés à qu'est-ce que c'est qu'enseigner. Et on s'est rendu compte que c'était vachement dur. Parce que les profs, on les méprisait un peu, ils sont mal payés. Alors en gros, l'école, c'était un peu devenu l'endroit où on dépose ses enfants. Puis il y a eu l'assassinat de Samuel Paty. Alors d'un coup, on a sursauté, on s'est dit, non, mais attendez, l'école, c'est un lieu de valeur. Donc ça, c'est Dieu. Et puis on s'est rendu compte que c'était vachement difficile de faire prof. Et donc, bon, c'est regarder ce qui se passe dans les réévaluations des métiers, l'honneur du métier, etc. C'est des choses importantes. Donc dites-vous ça. On a vécu une vague gigantesque, et effectivement, c'est une tragédie créatrice. C'est-à-dire que c'est une tragédie. Évidemment, quand il y a 15 millions de morts à peu près sur la planète, tous les traumatismes qu'il y aura plus de morts. Jean, pardon, le micro, il ne faut pas toucher l'antenne qui est là. Donc, voilà, la main. La main au milieu, voilà. Comme ça. La main au milieu, parfait, Voilà, excusez-moi. Excusez-moi. Bon, voilà. Si vous voulez, il y aura plus de morts
des conséquences que de la maladie elle-même, parce qu'il y a des tas de gens qui ne se sont pas fait soigner, ils ne sont pas allés faire leurs analyses, ils avaient la trouille d'entrer dans un hôpital. Donc on va avoir dans les années qui viennent une augmentation des maladies. Donc il y aura un effet, d'ailleurs dans les vagues, on voit très bien qu'on a perdu entre 1 et 2 années d'espérance de vie en moyenne dans nos sociétés, un peu plus aux États-Unis qu'en Europe, mais il y aura une continuation parce que la maladie, c'est un processus lent. Ceux qui ne se sont pas soignés pendant la pandémie, ils ont développé des cancers, du sida, etc. qu'on avait. Mais retenez cette idée, au fond, ça va être le marqueur historique de la fin de la révolution industrielle, qu'on avait ouvert au 19e siècle, et de l'ouverture de la révolution climatique. On passe d'un monde à un autre, on passe d'un commun à un autre. On avait un commun, c'était le progrès. On a un nouveau commun, c'est comment on va gagner la guerre climatique. Et on n'est pas sûr qu'on va la gagner. Vous savez, il y a 37% des jeunes filles diplômées qui disent qu'elles n'auront pas d'enfants. Dans l'histoire des sociétés, on n'a jamais eu une tragédie pareille. C'est énorme, 37% des jeunes filles qui disent « je n'aurai pas d'enfants », un peu pour des questions de qualité de vie, dans une société où les femmes travaillent beaucoup, mais aussi parce qu'elles ont peur du réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'à un moment, le futur devient une peur. On le voit très bien dans les mouvements de jeunes, parfois excessifs, violents, etc. Mais il y a une réelle peur, une panique dans la jeunesse. Donc si on est là face à des phénomènes extrêmement difficiles qui peuvent y compris amener des conflits entre les générations. Donc c'est tout ça qu'il faut se mettre dans la tête et se dire au fond, ça accélère les guerres, les pandémies, ça accélère toutes les tendances qui étaient déjà là. Vous aviez MeToo, c'est plus fort. Vous aviez Greta Thunberg, c'est plus fort. Vous avez le désir des gens de vivre avec un arbre et un jardin, c'est plus fort. C'est-à-dire que tous les désirs des populations sont exacerbés par les phénomènes de conflit et de tension. Et en plus, si vous voulez, là, on a eu une période où on a arrêté l'économie au nom, au fond, de l'art de vivre. Parce que pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté? Pas pour sauver nos enfants, ils n'étaient pas concernés. Pas pour se sauver nous, les actifs étaient très peu concernés. On s'est arrêté pour sauver les gros, les vieux et les malades. C'est-à-dire les improductifs. Excusez-moi pour la formule, elle n'est pas très élégante. Mais c'est magnifique d'avoir fait ça. Parce que ça, c'est le modèle démocratique. Le modèle chinois n'a pas vacciné les plus de 60 ans. Il n'a vacciné que les actifs. Le modèle chinois est un modèle du travail. Et donc les retraités, basta les retraités. D'ailleurs, ils en ont tellement bu avec l'enfant unique, au fond, ils en ont perdu certainement beaucoup, mais ça les arrangeait un peu. Regardez les régimes populistes. Le pire taux de mortalité, c'est la Hongrie. Parce que le populisme, c'est une forme de machisme, de mépris de la vie, de mépris des femmes. Les chiffres sont terrifiants. Et les grandes démocraties ont été à la hauteur de cette bataille totalement humaniste, absolument inutile au fond. Vous savez, l'espérance de vie en maison de retraite, c'est 3 ans et 2 mois. Donc les gens qu'on a sauvés en 2020, en fait, ils sont déjà morts d'autre chose. Mais ça valait le coup quand même. Vous voyez, c'est magnifique de faire des choses aussi absurdes et grandioses en même temps. Je fais exprès de le raconter comme ça, mais parce que je pense, si vous voulez, que quand on fait des guerres, des grands mouvements, on se rend compte qu'on n'est pas obsédé que par l'argent, que par le sexe, que par la séduction, qu'il y a d'autres valeurs, et que la hiérarchie des valeurs a été bousculée. C'est aussi pour ça que maintenant, on a des gens qui se posent des questions du rapport au travail, on a des gens qui se posent des questions de comment ils veulent habiter, on a des gens qui se demandent s'ils ont vraiment envie d'être salariés. Vous voyez, l'année dernière en France, on a créé à peu près 1 million de postes de travail, à peu près 300 000 salariés. Les autres, ce n'est pas des salariés, c'est des auto-entrepreneurs, c'est des petites entreprises qui disent après tout, moi, je n'ai pas envie d'être salarié. Moi, je prends toujours l'exemple de Nasbinal, si vous connaissez Nasbinal sur l'Aubrac, une église absolument sublime. Et en face, il y avait une petite épicerie qui était fermée. Il y a une fille de Paris qui est arrivée, elle devait travailler dans une grande administration. Elle a dit, moi, je rouvre l'épicerie. Elle est très contente, tout le monde la connaît, elle mange ce qui reste, il y a l'appartement au-dessus. Elle dit, mais je gagne moins, mais qu'est-ce que je suis mieux? C'est une caricature, évidemment. Mais il faut bien comprendre ça. Donc il y a une aspiration à la qualité de vie, il y a une aspiration au respect, pas seulement le respect des femmes, qui étaient déjà en route, et tant mieux, le respect général. Quand est-ce que tu as envie de travailler, y compris avec des excès? On voit bien les jeunes qui arrivent dans l'entreprise, ils discutent les conditions de travail, etc. Mais quelque part, c'est bien, si vous voulez. L'idée qu'on ne perd pas sa vie à la gagner, pour prendre une vieille formule de 68, c'est une bonne nouvelle d'une certaine façon. Mais ça pose des problèmes très difficiles aux chefs d'entreprise. Je travaille beaucoup avec les très grands groupes. Le turnover du personnel a explosé. Et partout, on passe souvent de 20, 30 à 50% de turnover dans l'année sur une même entreprise. Et donc, il faut inventer des nouvelles façons de fidéliser les gens. Par exemple, ce qui marche très bien, c'est de dire aux gens, si vous travaillez chez nous, quand vous aurez un bébé, pendant 3 mois, on vous paye, vous et votre conjoint, pour s'en occuper. C'est un des trucs qui se développe beaucoup. Et du coup, les jeunes se disent, attends, ça vaut le coup d'être là. Parce qu'un jour, j'aurai un bébé. Et puis, une fois qu'ils ont eu les 3 mois, ils se disent, quand même, cette boîte, elle sait traiter les gens correctement. Le débat sur la journée de 4 jours, c'est exactement la même discussion.
le télétravail. Il y a 25% des gens qui sont basculés en télétravail. Jamais le monde du travail n'a connu une telle révolution en si peu de temps. Et ça veut dire 40% des familles, parce que les deux télétravailleurs ne sont pas forcément deux dans la même famille. Et ça change toute la vie du couple. S'il y en a un qui télétravaille, il peut aller chercher le gosse à l'école, etc. On n'a plus les mêmes horaires, etc. Et puis, un des gros intérêts pour les patrons du télétravail, mais il ne faut pas trop leur dire, on n'ose jamais demander d'heures supplémentaires quand on fait du télétravail. Parce qu'on ne sait jamais bien quand on travaille, en fait. Donc, du coup, les heures supplémentaires disparaissent, ce qui n'est pas inné. Si vous voulez, c'est tout ça qu'il faut comprendre. Un nouveau rapport au travail, une remise fondamentalement en cause du Fordisme. On était déjà en train de sortir du Fordisme. Le Fordisme, vous savez, c'est ce modèle qui a accompagné l'industrialisation. Et en gros, vous mesurez votre travail à la minute, à l'heure, à la machine à pointer. Alors, on avait commencé à en sortir avec les 35 heures. C'est là où le gouvernement s'est complètement planté. Je leur ai dit d'ailleurs, je leur ai dit, vous êtes nuls. Il ne fallait pas mettre une date butoir, parce qu'on est une société, les gens veulent de la liberté dans leur choix. Il y a deux choses que vous devez retenir. La première, c'est que plus la vie est longue, plus on la vit par séquences courtes. Parce que plus la vie est longue, plus on peut à n'importe quel âge recommencer. Changer de métier, changer de territoire, changer de partenaire. Donc là, on est une société de liberté, mais les sociétés de liberté, c'est aussi une société de fracture, de risque. Parce que la liberté, c'est très bien, mais on peut se casser la gueule, on peut être tout seul, etc. Mais dans le monde du travail, c'est la grande question. Et on voit bien, par exemple, en ce moment, il y a une augmentation des CDE par rapport au CDI. Parce qu'il y a des jeunes qui disent, non, moi, je ne veux pas un CDI, je veux un CDE. Je veux pouvoir partir quand je veux. Je ne veux pas rester. Et peut-être je resterai, si je reste, je ferai un CDI. Vous voyez, alors qu'avant, on proposait des CDI pour appâter, si on peut dire, le gardon. Et là, on a changé ça. Et puis, là, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour vous, qui est importante, c'est de se rappeler que 60% des Français ont un jardin. 60% des Français ont un jardin. Et parmi eux, 40% ont un potager. C'est des micros-agriculteurs. On est dans une France périurbaine. Il y a 60% des gens qui ont un jardin, c'est soit dans les grands lotissements, soit dans les petites villes et les villages. Après, ils travaillent peut-être en ville, mais ça veut dire une chose, ça veut dire que dans les campagnes, il y a 380 000 fermes et à peu près 40 millions de non-agriculteurs. C'est ça la réalité des voisinages entre les différentes populations, etc. Ce qui explique un certain nombre de conflits sur la chasse, sur les odeurs, sur la violence parfois vis-à-vis des agriculteurs, etc. Il faut avoir ces chiffres dans la tête. On n'est pas une ville d'habitants dans les tours, on est une ville de jardins. Et si on est précis, 80% des gens qui ont un jardin ont un animal, et donc 40% ont un potager. Il faut regarder la société comme ça. Et au fond, l'agriculture, les 380 000 fermes, ils sont le reliquat de cette culture-là. C'est eux qui portent le mouvement. Mais il y avait 3 millions de fermes en 1945. On est passé où? Aucun métier n'a subi une telle descente, de 3 millions à 380 000 en 2 générations. Si vous voulez, c'est la plus grande destruction industrielle de toute l'histoire de France. Donc, si vous voulez, forcément, ça entraîne des tas de conséquences parce que les agriculteurs ont agrandi leur exploitation, j'allais dire, en mangeant d'abord les cousines, les sœurs, les frères. En général, il en reste un sur une dizaine. Les autres, alors vous savez, la moitié des terres agricoles sont d'ailleurs tenues en société parce que celui à qui on a payé des études, on ne lui rachète pas forcément la terre, on lui fait une société juridique et puis en fait, il y en a un qui travaille la terre. On sait bien comment ça se passe. Donc, il y a tout ça derrière. Alors, qu'est-ce que ça change pour la société qui va nous rapprocher de votre sujet? Une chose très simple. On est en train d'associer le proche et la livraison. Hier, on était dans des sociétés où le modèle, c'était la grande surface, la voiture, le parking et le HLM. On a construit cette société dans l'après-guerre. Aujourd'hui, c'est plus ça. Il y a 21 millions de familles françaises qui s'approvisionnent par Amazon. 21 millions de familles françaises. C'est un truc génial. Moi, je suis un défenseur d'Amazon et je vais vous raconter une anecdote qui n'a aucun intérêt, mais quand même, l'autre jour, j'étais à Bruxelles, je vis avec une dame belge, et j'ai acheté un chapeau. J'aime beaucoup les chapeaux, je m'en sers pas, mais je trouve c'est beau les chapeaux. Il était trop petit. Bon, je tape sur Amazon, chapeau trop petit. Il me fait un bon de commande pour 22,90 €. J'ai reçu un élargisseur de chapeau le lendemain. Mais où est-ce que j'aurais trouvé une telle prestation de qualité, moi qui habite au fin fond de la campagne, mais même en ville? Je ne savais même pas que ça existait, moi, les élargisseurs de chapeau. C'est-à-dire que la qualité du service qu'offre le système numérique est absolument extraordinaire. Vous voyez, je dirige une maison d'édition, et donc je vois comment travaille Amazon. Ils regardent les livres qui sortent, ils regardent à quoi ils ressemblent, et ils les expédient avant qu'on les ait commandés. Ils disent Perpignan, la dernière fois, ces 4 livres, on en a vendu 80. Bon, ils en envoient 60. Et quand à Perpignan, on demande le livre, il est déjà arrivé. Donc on l'a tout de suite. Parce qu'ils travaillent sur la probabilité. Et qu'ils ont une telle base de données
qui peuvent anticiper ça. À la limite, ils savent combien vous allez manger de tomates au printemps par quartier. Donc vous voyez, sauf qu'ils ne livrent pas de tomates pour l'instant, enfin peu. Donc vous voyez, c'est tout ça. Ils ont une savoir du marché qui change complètement les choses. Mais retenez cette idée, une société de la livraison et du proche. Parce que pendant la pandémie, on a été replié sur le proche affectif, nos meilleurs amis et notre famille. Ne le criez pas trop, mais en fait, on était assez contents. Et l'indice de bonheur a augmenté pendant la pandémie. On était débarrassé des baisers obligatoires dans l'entreprise, du cousin emmerdant qu'on invite à Noël, etc. On avait des bons arguments pour pas forcément inviter ces gens-là. On s'est replié, et on s'est replié géographiquement sur le proche. Vous savez que dans les villes, notamment à Paris, je le dis parce qu'ici il y a quelques Parisiens, vous savez qu'on louait des chiens à l'heure pour pouvoir se promener. Et le chien, à la fin de la journée, il a fait 8 heures de promenade, il n'en pouvait plus. Ben, si vous voulez donc vous montrer à quel point on cherchait des modèles quand même extraordinaires. Et donc, on est en train de reconstruire la société sur le proche et sur la livraison. Parce que le proche, si vous voulez, c'est le marché, c'est la sortie du collège, c'est les tiers-lieux qui sont ces lieux assez géniaux où on va travailler à côté de chez soi. Il y en a 2600, mais il y en aura très très vite beaucoup plus. Donc c'est tout ce type de lien. Mais le proche, c'est aussi d'en sortir. En sortir par Internet, qui est le premier outil de diffusion culturelle de très très loin. En sortir évidemment par le voyage. En sortir effectivement parce qu'on commande des objets et parce qu'il y a le télétravail, la livraison du travail à domicile. Donc proche et livraison, c'est le monde de demain, et je pense que c'est là qu'il faut se demander comment on va rentrer là-dedans, avec le fait que le local a beaucoup augmenté en valeur, et vous savez dans vos métiers qu'avant la pandémie, ce qui montait très fort, c'était le bio. Alors le bio, c'est 50 000 fermes sur les 380 000. Là, le bio a légèrement reculé au profit du local. Parce que pendant la pandémie, au fond, les gens se sont rendus compte que si vous connaissez le maraîcher qui vous nourrit, ben, c'est très bien. Même s'il n'est pas bio, il vaut mieux le connaître qu'il soit bio. Entre le choix entre un bio qui arrive du Chili en avion et puis un local, on va choisir le local. Donc ça aussi, c'est des arguments et des éléments d'analyse. Donc ça, c'est tout ça qui se passe. Après, si vous voulez, la France est un pays très particulier. Les paysans tiennent encore 53% du sol. Et la forêt, c'est 30%. On a un mépris des métiers forestiers qui est très problématique. Vous savez qu'on coupe des arbres, qu'on envoie en Chine et on renvoie les planches. C'est quand même assez délirant. Il y a une énorme sous-estimation du travail du bois, or c'est un des grands chantiers du futur. Mais on a la chance d'avoir une agriculture qui tient encore 53% du sol national. C'est considérable. Aucun autre pays d'Europe n'a ce genre de ratio. Donc ça veut dire que dans la révolution écologique dans laquelle on rentre, on a la première métropole d'Europe, Paris, l'Île-de-France, 11 millions d'habitants. C'est la taille de New York, l'Île-de-France. Il y a plus de scientifiques en Île-de-France. On est en train d'y récupérer des banquiers qu'on pique aux Anglais tous les jours. Donc, si vous voulez, c'est ça la grande métropole de l'Europe au XXIe siècle. C'est pour ça que je compare à New York. C'est pas d'un point de vue politique que c'est là, mais d'un point de vue de la métropole, les autres métropoles ont 2 millions d'habitants, que ce soit Berlin, Bruxelles, Aix-Marseille, Lyon, c'est des métropoles de 2 ou 3 millions d'habitants. On n'est pas du tout dans la même échelle. Et de l'autre côté, on a ces immenses terres arables et forestières, et on va vers une société où notamment le bois devient un enjeu majeur, pas tellement le bois pour se chauffer, parce que celui-là, ça ne sert à rien quelque part. Vous captez du carbone, vous le mettez dans votre cheminée, le carbone ressort. Par contre, le bois, ça va être l'outil de construction de la cité de demain, de construction des ponts, etc. Donc des routes, on revient à bâtir à partir du bois. Et donc ça veut dire que notamment dans le débat sur qu'est-ce qu'on va manger demain, qui vous concerne directement, il est clair que moins on mange de viande, les animaux, c'est 63% des surfaces agricoles. L'agriculture, c'est 53% du sol national, dont 63% pour nourrir les animaux, soit des prairies, soit des aliments pour animaux. Ça veut dire que chaque fois, mettons si on mangeait moitié moins de viande, et qu'à la place des prairies ou des champs de maïs, on mettait des arbres pour construire la ville de dans 20 ans, et bien effectivement, on aurait un modèle totalement équilibré en termes écologiques. On capterait le carbone et on le transformerait en objet de construction. On va aller vers ça. Il y a des fermes qui vont se mettre à faire pousser du bois. Alors c'est long le bois, parce qu'évidemment, ça ne pousse pas aussi vite, et en France, on n'est pas toujours les rois de ce genre d'activité, mais il faut penser comme ça, ce genre de système, c'est-à-dire une agriculture qui va y compris fournir le bois pour construire la ville, et donc ça veut dire qu'on mange moins. Si vous connaissez Thierry Marx, il dit on va passer du bœuf-carotte au carotte-bœuf. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus manger de viande, on ne va pas tous devenir véganes. D'ailleurs, il n'y a pas plus de véganes maintenant qu'il y a 30 ans. Mais ce qui se trouve, c'est qu'on mange déjà beaucoup moins de viande. Vous allez au resto, on vous propose un verre de vin, pas une bouteille. Moi, quand j'étais jeune, on mettait le kiravi sur la table. Aujourd'hui, ça se vend au verre dans la plupart des cas. Bon. Donc, ça va être pareil pour la viande, on le voit déjà. Donc, ce rapport à la viande, notamment au bœuf, etc., tous ces sujets-là, si vous voulez, sont en train de modifier complètement, y compris la terre, le territoire. Donc, on est dans une guerre climatique
il y a une rupture. Et le monde agricole doit comprendre cette rupture. Parce que cette rupture, elle est pour tout le monde. La société va complètement changer. Dans les villes, on plante des arbres. Dans les villes, on végétalise. Dans les villes, on enlève le goudron dans la cour des écoles. On va supprimer, on va faire des trottoirs. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'eau rentre dans le sol. On ne peut pas continuer à le faire baisser. Mais il y a autant de changements, j'allais dire, dans la cité dense que dans le monde rural. Autant. Ce n'est pas la ville qui impose à la campagne, c'est effectivement une transformation qu'il faut qu'on mène en commun. Et dans cette transformation, l'originalité de la France, c'est qu'on est le seul pays à s'être appuyé sur l'agriculture pour entrer dans l'ère moderne. En 1789, on a fait une immense réforme foncière. On le voit toujours d'un point de vue politique, et c'est très important, mais on oublie toujours que c'est la plus grande réforme foncière de l'histoire. On a partagé les terres des seigneurs et des églises, et on a construit ce modèle de l'exploitation familiale propriétaire, qui est la majorité de l'exploitation française. Donc une grande réforme foncière. La Troisième République, avec Jules Ferry, n'arrivait pas à stabiliser la République parce qu'il y avait tout le temps des révolutions urbaines, des ouvriers, la Commune de Paris, 1830, etc. Et donc il a dit aux agriculteurs, on va faire 500 000 élus locaux, on va faire 36 000 communes, et vous allez être des chefs de famille propriétaires, républicains et militaires. Et on a gagné, comme on dit, la guerre de 14, encore que ça serait quand même beaucoup mieux si on ne l'avait pas faite, mais passons, n'empêche que, notamment avec ce modèle du soldat paysan, qui est capable d'être dans la boue, de se creuser, de se cacher dedans, etc., toujours opposé à l'ouvrier allemand qui, lui, avait des tranchées en béton et qui, effectivement, n'a pas fini par gagner la guerre. Ne revenons pas là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que ce modèle-là, c'est un modèle politique. C'est le moment où on est allé conquérir l'Algérie, etc., en disant on va nourrir avec les importations. Et du coup, on n'a pas demandé aux paysans d'abord de nous nourrir, on leur a demandé d'abord d'assurer une continuité politique. Et puis est arrivé le général de Gaulle, en 62, et il a dit, moi je veux garantir l'indépendance nationale. Il y a deux outils, le nucléaire et l'alimentaire. Et donc on a dit aux agriculteurs, bon mais très bien, on va supprimer les 2 tiers des fermes, mais vous allez nous garantir l'indépendance alimentaire. Et on est passé de manière très curieuse par le chemin des dames, si j'ose dire, puisqu'on a négocié avec les femmes agriculteurs, des mouvements catholiques. On leur a dit, écoutez, on va financer la décohabitation des générations, parce que les jeunes épouses étaient un peu au service donc il y avait en gros un modèle familial un peu qu'on trouve encore en Afrique, si je peux me permettre un parallèle, donc effectivement, où en gros les jeunes épouses en avaient marre d'être dominées par les belles-mères. Pisani, qui était un malin, a financé la décohabitation des ménages, a financé la propreté dans les fermes, l'eau courante, les fosses septiques, etc., de façon à ce qu'on arrive à un mode de vie à la campagne, parce qu'une des grandes raisons pour partir de la campagne, c'était les filles qu'on faisait partir. Les mères faisaient partir leurs filles, parce que la ville, il y avait la lumière, la ville, il y avait l'eau courante, la ville, il n'y avait pas les toilettes dehors, et donc les filles, on les poussait. Et donc Pisani s'est dit, il faut effectivement jouer sur le désir des jeunes femmes, leur garantir, et en échange, on a bâti une agriculture sur la mécanique et sur la chimie, et on est passé de 2,5 millions de fermes à peu près à 500 000, puis maintenant on est descendu à 380 000. Donc si vous voulez, c'est la plus grande réforme. Et du coup, ça veut dire aussi que le monde paysan d'aujourd'hui s'est concentré, s'est replié sur lui-même par endogamie. Alors qu'après la guerre de 14, c'était très différent, parce que comme on avait tué plus d'1 million de jeunes paysans, il restait 1 million de jeunes dames qui n'avaient plus d'hommes. Souvent, il y en a un tiers qui était marié, les autres étaient simplement dans des... Et ces jeunes dames avaient des terres. Donc il y a des tas de gens qui sont venus à la campagne parce qu'il y avait de la terre et des femmes, si je peux me permettre. Regardez dans le Nord, les Belges, les Polonais, etc. Ici, on a eu des Espagnols, des Italiens, qui sont venus, j'allais dire, remplacer les hommes manquants qu'on avait tués à la guerre. Donc le milieu était beaucoup plus ouvert. Alors que depuis une cinquantaine d'années, il y a très peu d'entrants. Maintenant, ça évolue un peu, mais n'empêche qu'il y a très peu d'entrants et on a une population vieillissante. Donc la question, si vous voulez, qui nous est posée, c'est de se dire, en 1789, on a fait le partage des terres. En 1870, on a fait une paysannerie républicaine. En 1962, on a garanti l'indépendance alimentaire de la France. Maintenant, il faudrait dire de l'Europe. Et je pense que la grande pandémie et la guerre en Ukraine va reposer la question de l'indépendance alimentaire de l'Europe. Pas de la France aujourd'hui, de l'Europe. Et donc, quel est le pacte aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut proposer? Et la question, si vous voulez, c'est qu'au fond, les politiques qu'on a ne proposent rien. Parce que la révolution écologique, c'est d'abord une révolution dans les campagnes et dans les forêts. Pour nourrir, pour habiller, pour capter le carbone, pour produire de l'énergie et pour protéger des symboles culturels. Bien sûr, qui sont aussi des éléments importants, des paysages, des régions, etc. Mais la captation du carbone et la production d'énergie, ça va d'abord se faire dans les campagnes. Ça va d'abord faire du chiffre d'affaires dans les fermes. Le développement du bois
comme modèle industriel de construction, ça va d'abord faire de l'agriculture. Donc, si vous voulez, il y a un pacte où l'agriculture doit proposer, dire nous sommes la solution pour la guerre climatique, nous sommes une des principales solutions. C'est nous qui allons porter en grande partie, il n'y a pas que ça, il y a le nucléaire, il y a les éoliens, il y a des innovations, mais si vous voulez, ce qui est très particulier dans la guerre climatique, c'est qu'on sait la mener. La pandémie, on n'avait pas le vaccin, on l'a trouvé, mais on ne savait pas si on allait le trouver. Là, on a toutes les technologies. Ce n'est pas un problème de technologie, c'est un problème d'argent, c'est un problème de modification des métiers, c'est un problème d'évolution des équilibres économiques. C'est d'abord un problème économique et d'abord un problème de réorganisation des métiers. Donc on est face à un bouleversement qui est d'abord culturel avant d'être technologique. Puisqu'au fond, on sait que ça va coûter 700 milliards en France dans les 10 ans et la guerre climatique coûte à peu près 4500 milliards sur la planète dans les 20 ans qui viennent. Par an. Par an. C'est gigantesque. Et donc, si vous voulez, on est là face à ces bouleversements. Comment on va modifier nos modes de vie pour déplacer l'argent? Comment on va faire de la campagne la base, au fond, de la nouvelle puissance appuyée, effectivement, sur la révolution écologique? C'est ça qu'il faut. Il ne faut pas dire l'écologie, c'est les gens des villes qui viennent nous expliquer les carottes ou qui nous agressent dès qu'on met un truc derrière le tracteur. Ils croient tout de suite qu'on va les tuer tout de suite avec des produits. C'est vrai que quand on va passer un type sur un tracteur avec un masque, on a tendance à s'inquiéter. Et heureusement, parce que Dieu sait qu'il y a des produits qui ne sont pas bons. Mais en même temps, ce n'est pas ça l'enjeu. Il est temps que le monde agricole, à mon avis, porte le projet, le 4e pacte, puisqu'effectivement, c'est à lui de dire la solution passera notamment par la transformation du modèle agricole. Et ça, si vous voulez, il ne s'agit plus d'être défensif, il faut dire dans le combat commun qu'on va mener, et qu'on va gagner. Parce qu'on a gagné la pandémie. Si on ne dit pas qu'on va gagner le combat, les jeunes filles ne feront plus d'enfants. Quand vous êtes à 37% de jeunes filles qui ne veulent plus faire d'enfants, plus celles qui n'arrivent pas à en avoir, on arrive à un vrai problème. On ne veut pas d'immigrer pour des raisons idéologiques et on ne fait pas d'enfants. Vous savez, la discussion sur les retraites, s'il n'y a ni bébé ni immigré, c'est un peu du temps perdu. Parce que pour qu'il y ait des retraites, il faut qu'il y ait des bras. Pour qu'il y ait des bras, il faut ou faire des enfants ou apporter des immigrés. Et entre les deux, on n'a pas encore inventé une manière que la retraite se finance uniquement toute seule. Voilà, c'est ça qui compte. Et si vous voulez, du coup, vous voyez, souvent on dit oui, mais nous on est plus légitimes que les autres, on était avant les autres dans les campagnes, etc. C'est comme la chasse. Moi je trouve que la chasse c'est très bien, c'est une valeur, on a gagné 189, on a pris ça au Seigneur, c'est une valeur démocratique. Mais quand est-ce qu'on va accepter qu'on peut très bien ne pas chasser le mercredi et le dimanche après-midi? Enfin, il faut partager, il y a deux légitimités. Quand il y a 40% des Français qui habitent à la campagne ou autour des villes, quand il y a un espace de loisirs qui est considérable, je vous rappelle quand même que l'économie touristique en France, c'est le premier secteur du pays, c'est 12% de l'économie. Donc c'est pas un petit secteur, c'est aussi lourd que l'industrie. Donc il ne faut pas rigoler, les vacances, c'est important. Et donc partout, il y a une double légitimité. Il y a légitimité de la production alimentaire, énergétique, etc., que maîtrisent les agriculteurs. Et puis il y a cette nouvelle légitimité résidentielle. Et je tiens à vous rappeler quand même que les paysans ont toujours été minoritaires à la campagne, contrairement à ce qu'on raconte. Mais avant, c'était surtout des artisans, des commerçants, etc. Culturellement, ils étaient dans la même culture. C'était les mêmes familles, on se répartissait. Moi, je sais que dans ma famille, à moi, il y en a un qui tenait le bois, il y en a un qui allait dans mes grands-pères, il y en a un qui s'occupait du bois, il y en a un qui s'occupait de l'épicerie, et le troisième tenait les terres. Comme dans toutes les familles paysannes, en fait, on se répartissait les métiers. Mais quand même, on est face à un nouvel enjeu de légitimité, qui est le partage des territoires, qui est le rôle des communes, qui est le rôle de la démocratie locale, qui ne le fait pas, qui est le rôle... Regardez le débat sur l'eau. Le débat sur l'eau doit être pris en main par les sociétés de versants, de bassins. Il doit y avoir des grandes réunions. Mais je vais vous raconter une anecdote, après on va passer aux questions. Dans mon village, on fait du rosé. Il se vend très très bien, on vient de gagner sur le rouge à l'exportation. Donc on est très content. Mais on le vendange la nuit. Parce que pour qu'il démarre plus froid, pour qu'il démarre plus lentement, et pour qu'on n'ait pas besoin de mettre de produits chimiques dedans. Bonne nouvelle. Donc on vendange de minuit à 6 heures du matin. Je ne sais pas si vous représentez ce que ça veut dire de conduire dans le noir ces énormes machines au milieu des vignes. Bon. Mais surtout, on n'a jamais fait une réunion à la salle des fêtes pour nous expliquer pourquoi, brutalement, on nous a tous réveillés à minuit en passant avec les tracteurs à travers le village qui sautent. Parce que comme on met des cassis partout, forcément les bennes font surtout du bruit à vide d'ailleurs. Bon, mais c'est-à-dire, tellement ça semblait évident que les agriculteurs avaient le droit de le faire. Et ils avaient le droit. Et pourquoi il n'y a pas eu débat? Pourquoi on ne nous a pas expliqué? Pourquoi j'ai entendu tout le monde râler? C'est-à-dire, vous voyez, c'est ça le partage de la légitimité. C'est considérer que tout le monde reconnaît la légitimité alimentaire, agricole, énergétique, mais effectivement, pour rentrer dans une société bas carbone, pour rentrer dans une société d'économie de la réutilisation, il faut qu'on remette ça dans les débats démocratiques et qu'effectivement, les différentes populations définissent. Le combat, il n'est pas entre les arrosages et les piscines. Le combat, oui, les piscines. Bien sûr, on a une civilisation de l'eau depuis à peu près un siècle.
on associe temps libre et eau. Avant, les gens associaient temps libre et religion. Bon, ils allaient prendre le frais dans les églises. Maintenant, il y a plus de monde sur les plages que dans les églises. Bien. Mais cette civilisation de l'eau, c'est celle des piscines, c'est celle des bords de mer, etc., c'est celle des rivières, c'est celle des baignades. Donc, si vous voulez, toute cette culture-là, comment on utilise, comment quand on met une réserve d'eau, on en fait en même temps un lieu pour baigner les enfants, etc. Dire comment on utilise, on légitime ce qu'on construit par les différents usages qu'on en fait. Et puis comment on peut discuter chaque fois. Est-ce que le sol, est-ce que c'est le bon endroit pour le faire, etc. Là, on a à apprendre une démocratie du territoire, une démocratie de la géographie, parce que c'est pas le même problème partout. Je pense qu'il y a des réserves d'eau qui sont géniales, il y en a d'autres qui sont sans doute idiotes, comme plein de grands projets. Vous savez, je m'arrête là-dessus, mais la France, il faut faire attention. Vous savez qu'on a fait 63 800 ronds-points. Les Allemands en ont fait 5 000, les Américains 10 000. Le problème de la France, c'est qu'on a une pensée tellement rationnelle qu'on va tous faire des ronds-points. Maintenant, tout le monde va vers des réserves d'eau. C'est un peu la même logique. Je ne dis pas que les ronds-points sont inutiles, il y en a peut-être 10 000 qui servent à quelque chose. Mais maintenant, un maire qui ne fait pas un rond-point entre deux élections, il n'est pas réélu, parce que le rond-point, c'est le symbole de la puissance de l'élu. Ça veut un jardin au milieu, avec un arroseur qui tourne, et puis les enfants à côté, ils jouent parfois sur du goudron. Donc, si vous voulez, c'est bien parce qu'on est un pays très rationaliste. On est parti dans la même logique dans l'eau. Or, l'eau, ce n'est pas la même question. L'eau, c'est différent selon les régions. 10% de l'énergie est produite sur l'eau. Vous savez, moi, j'ai travaillé, mon premier boulot de chercheur, c'était quand on a loyé le village de Sainte-Croix dans le Haut-Var pour faire des réserves d'eau. Ça produit 10% de notre énergie. Vous croyez qu'aujourd'hui, on pourrait noyer un village? Non, on ne pourrait plus. Donc, vous voyez, on est dans toutes ces transformations. Il faut se remettre ça en débat. Il faut informer. Il faut que dans les écoles, les enfants sachent combien il tombe de milliards d'eau sur la France, combien s'évapore, combien passe en agriculture. Regardez le nucléaire. Toutes les nouvelles centrales sont placées au bord de la mer. On n'utilise plus l'eau potable, on utilise l'eau salée pour les rafraîchir. Donc, vous voyez, dans la filière énergétique, on a déjà réfléchi, puisque les centrales nucléaires, ça consomme, c'est compliqué parce qu'ils rendent l'eau immédiatement, ils la rendent plus chaude, donc ça modifie l'écosystème. L'agriculture aussi, elle rend l'eau d'une certaine façon, parce que les paysans ne la boivent pas en entier à la fin de la journée, mais il y a quand même effectivement une partie qui n'est pas remise de la même manière. Voilà, donc je crois que c'est ça qu'il faut se dire, mais il y a un rôle de l'agriculture, non pas à attaquer ce que dit la ville, mais à porter un projet commun, et je crois que c'est ça qu'il faut dire en ce moment. Merci. Merci Jean Viard. Un peu d'eau? Une bouteille d'eau? Une bouteille d'eau, s'il te plaît. Ça va arriver. Pardon? Vous avez bu ma bouteille. Ah, bien, il y en aura une autre, elle va arriver. Merci. Applaudissez pas tout de suite parce qu'il va partir sinon, alors qu'on a encore plein de choses à nous dire. Non, j'ai le temps, j'ai le temps. Merci. Avant de vous donner la parole, moi je veux revenir sur 2-3 points. Le dernier déjà, vous avez commencé par au tout début à parler sur la pandémie, qu'il y avait un consensus scientifique. Il a été plus ou moins partagé et assumé, notamment par rapport au vaccin par exemple, mais je veux pas revenir sur le vaccin, je rebondis sur le consensus scientifique, parce qu'à la fin vous avez dit qu'il faut apprendre aux enfants combien il tombe de milliards de gouttes d'eau en France. Et quand on voit le débat sur l'eau actuellement, il y a tous les chiffres possibles, imaginables qui circulent sur qui prélève le plus, qui prélève le moins, combien ou par l'eau que devient l'eau, et on n'arrive pas à avoir un seul consensus là-dessus. Et on peut aller pareil sur les pesticides. Sur tous les sujets, il n'y a plus de consensus justement. Il faut du temps, il faut une génération. Commençons parce que toutes les classes soient jumelées avec une exploitation agricole. Moi, on avait fait ça dans mon village. Et que 3 fois par an, les enfants, ils aillent dans les fermes. Que d'abord, les enfants de paysans soient valorisés parce que c'est leurs parents. Alors que souvent, les enfants des villes, ils regardent dans les classes les enfants de paysans avec une certaine distance. Il faut qu'ils apprennent le végétal. Ça ne s'apprend pas facilement. Regardez les gens qui nous gouvernent. Il n'y en a pas un qui a fait une grande école d'agriculture. Ce sont des polytechniciens, des énarques et tout. Ils sont remarquables, c'est pas ce que je veux dire. Mais ils y comprennent que dalle. Et si vous voulez, ils ont été formés comme ça. Ils font des efforts faibles. Mais enfin, ils essayent. Ils ont de la bonne volonté. Mais c'est pas leur monde. Si vous voulez, c'est toute la question. Il y a très peu de commerçants, par exemple, dans les gouvernements. Les grandes écoles de commerce, les grandes écoles agricoles sont très peu représentées dans les gens qui gouvernent dans la société. Donc il y a tout ça qu'il faut dire. Après, il faut se dire une chose. On est un pays où on s'est battu pour se protéger des inondations. Depuis toujours, il y avait des inondations. Il y en a encore, mais il y en a moins. Parce qu'on a canalisé les rivières, la Durance, etc. Regardez, on a failli faire des barrages sur la Loire, et finalement, on ne les a pas fait
sous la pression légitime des écologistes, mais aussi parce qu'au fond, il n'y avait pas vraiment d'inondations dangereuses. Il y avait les digues conçues comme magnifiques qui descendent le long de la Loire, etc. Donc, on a une culture de se protéger de l'eau. Et maintenant, il faut une culture où on protège l'eau. Ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la même éducation, ce n'est pas le même savoir-faire. Il faut passer d'une culture à une autre. Ça prendra au moins une génération. Il faut travailler en même temps, j'allais dire, les maternelles et les gens qui nous décident. Et en même temps, ce qui est compliqué, c'est quand on a fait la révolution industrielle, on pouvait aller plus ou moins vite. Regardez la révolution russe, ils ont cru qu'ils allaient plus vite, à la fin ils allaient moins vite. Je ne sais pas si vous avez déjà roulé dans une Trabant, moi ça m'est arrivé parce que je suis l'éditeur de Vaclav Havel, quand vous avez roulé une fois dans une Trabant, vous préférez acheter une voiture américaine, ou européenne, enfin je veux dire, bon. Et c'est la même question, c'est-à-dire à un moment, aujourd'hui on n'est pas dans la même situation, parce qu'il y a une urgence absolue. Cet été, il va y avoir des incendies dramatiques, il va y avoir des manques d'eau, c'est-à-dire l'accélération de la guerre écologique. Après, il se peut qu'il y ait 2 ou 3 années où il pleut beaucoup, parce que par exemple cette année en Savoie, il n'y a jamais eu autant de neige. Les choses ne sont pas, il ne faut pas mélanger les aléas du climat et la tendance de longue période. Alors dans les médias, on dirait il n'a pas plu en janvier. Il n'a pas plu en janvier, mais s'il neige en mars, ça va très bien. Regardez en Savoie, ils ont trop de neige maintenant. Donc c'est rigolo de voir qu'ils sont trop de neige. Donc mais ce qu'il faut regarder, c'est la moyenne de longue période. Donc il faut apprendre à l'eau est un bien précieux. On doit tous apprendre effectivement. Et on doit beaucoup apprendre avec la culture des centres du Sud. Parce que plus vous descendez, plus les gens protègent l'eau. Vous allez en Israël, vous allez en Maroc, vous allez encore plus dans le Sahel. Vous avez des gens qui, avec très peu d'eau, arrivent à faire des choses. Alors, le modèle n'est pas qu'on ait une agriculture comme à Taman Rasset, parce que je pense que ça n'irait pas du tout. Mais je veux dire, il y a des savoir-faire. Et moi, je fais de la formation de pompiers, d'officiers de pompiers, ça m'amuse beaucoup. Et je leur dis toujours, attendez, les mecs de Lille, allez faire un stage à Marseille. Et les mecs de Marseille, allez faire un stage à Alger. Une grande partie des choses qu'on doit apprendre sont dans les cultures des sociétés légèrement plus chaudes. En moyenne, le climat va devenir aléatoire et se déplacer de 400 km. On peut avoir les deux mouvements pour se raconter l'histoire. Les aléatoires, les tragiles, les pluies, qui peuvent être de grandes sécheresses, de grandes pluies, etc. Et puis un déplacement kilométrique. Donc déjà, si on plantait les arbres qui sont 300 km au sud, regardez comment on fait l'ombre. Regardez, en 2003, il y a eu plein de morts à cause de la vague de chaleur. Pas dans le sud de la France, mais nous, on a toujours su qu'il faut donner à boire aux vieux, les mettre à l'ombre, sinon ils seraient morts depuis longtemps. Et si vous voulez, donc, mais à Lille, il y a eu beaucoup de morts, parce que ça leur était jamais arrivé. Donc c'est bien ça, une partie des solutions sont dans les structures culturelles des sociétés plus chaudes, une partie des solutions sont dans la lutte dont je viens de parler, et puis une partie des solutions sont dans le fait de produire moins de carbone. Il y a tout en même temps. Mais les structures culturelles, il y en a beaucoup qui existent déjà dans nos populations. C'est peut-être les immigrés qu'on méprise un peu, qui ont le meilleur savoir-faire sur comment on lutte contre la chaleur, mais c'est pas sûr qu'on leur demande toujours leur avis. L'autre point que vous avez évoqué, c'est que, grosso modo, finalement, l'agriculture, les agriculteurs français doivent davantage comprendre qu'ils sont minoritaires, là ils le sont depuis longtemps, mais que leurs voisins ont peut-être pas une expertise, mais ont un avis sur la façon d'être agriculteur et de produire, et qu'il faut, au lieu de la balancer du pied, j'ai envie de dire, il y a 380 000 agriculteurs et il y a 40 millions de paysans, comme il y a 40 millions de sélectionneurs pour l'équipe de foot. Oui, alors ils sont souvent emmerdants, effectivement, et c'est un peu... Mais si vous voulez, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la chasse, parce que sur l'exemple de la chasse, franchement, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas négocier. Parce que si vous voulez, l'idée de dire que les jours où les enfants n'ont pas classe et le dimanche après-midi, quand se promènent les familles, on ne chasse pas. Moi, j'ai été chasseur à une époque. D'abord, je ne chassais pas le dimanche après-midi parce qu'il fait trop chaud. Donc, en fait, on chasse plutôt le matin que l'après-midi. Donc, ce n'est pas forcément un enjeu majeur. Et à un moment, c'est une refus symbolique de dire non, le sol est à nous. Non, il n'est pas à vous, le sol. Il y a un commun. Le nouveau commun, c'est un partage. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. Après, ce que je dis au monde agricole, c'est prenez la tête de la guerre climatique. Ne pensez pas qu'on vous l'impose. Souvent, on me dit, j'ai encore fait une réunion avec 300 agriculteurs à la MSA du Vaucluse l'autre jour, et ils ont bien écouté mon discours. Et puis après, ils ont commencé à dire, oui, d'accord, mais les médias ne nous écoutent pas. S'ils faisaient passer nos messages, ou bien vraiment, personne ne veut s'occuper de nous, personne ne nous donne de l'argent. C'est-à-dire, un discours que je peux comprendre, mais ce n'est pas avec ça qu'on avance. Qu'il faille mettre beaucoup d'argent dans la mutation agricole. On le fera non pas pour sauver les fermes, on le fera s'ils sont au cœur du combat de la révolution climatique, parce qu'on va y mettre énormément d'argent. Et il faut qu'ils disent, attendez, une grosse partie, ça doit venir chez nous. Regardez ce que ça va nous coûter de faire 7 EPR nucléaires. Ça va nous coûter une fortune. Si on mettait le même argent dans l'agriculture, peut-être que l'agriculture serait complètement bousculée. Mais il faut qu'elle ait un projet, j'allais dire révolutionnaire, de gestion du vivant. Vous avez aussi à plusieurs reprises évoqué l'école, l'enseignement, la difficulté du métier, la relation entre l'agriculture et l'école. Là aussi, il y a beaucoup à faire parce que la façon dont les choses sont enseignées aujourd'hui
pas forcément de la faute de l'enseignant d'ailleurs, mais les programmes qui sont bouleversés tout le temps, et finalement l'enseignement du vivant, il est plus en tout cas dans les petites classes, et il faut attendre au moins le secondaire, voire au-delà pour tout à fait. Et puis en plus, on a des problèmes différents parce que les instituteurs sont départementaux. Donc, à la campagne, les instituteurs, j'allais dire, ils sont de chez nous. Mais à Paris aussi, ils sont de chez eux. Et donc, d'une certaine façon, il n'y a pas de brassage éducatif sur les enfants. Donc ça, c'est une première question qui est compliquée. La deuxième question, c'est que la plupart des gens qui enseignent sont des littéraires. Et donc, leur rapport, regardez le rapport aux mathématiques, par exemple. C'est un peu la même question que le rapport à la science. À un moment, je disais, j'avais un grand débat avec le PDG du groupe Renault, là, que j'aime bien, et on avait eu une discussion. Je disais, mais tu sais, si les Ukrainiens qui sont en France, sur les 160 000 réfugiés ukrainiens, il doit y avoir des milliers de profs de maths. Si on les avait mis dans nos écoles, plutôt que en disant, attendez, on aurait fait monter le niveau des maths. Parce qu'en Ukraine, le niveau des maths est excellent. Nous, on a un problème avec les mathématiques. Or, le monde numérique est un monde mathématique. Le monde de l'intelligence artificielle est un monde mathématique. Vous voyez, c'est des choses comme ça qu'il faut se dire. Où on trouve la ressource. Vous savez, ce qui va être le plus rare demain, c'est des cerveaux rares. Moi, je me tiens à dire, c'est pas les terres rares. La force des Américains, c'est qu'ils piquent tout ce qui brille. D'ailleurs, nos chercheurs, d'ailleurs. Mais nous, on ne fait pas ça. Rappelez-vous un ministre, dont je ne donnerai pas le nom parce que je l'ai oublié, qui voulait interdire aux étudiants qui venaient en France de travailler en France. Et au lieu de dire, ils sont venus en France, ils sont très bons, on va leur filer des boulots parce qu'ils sont géniaux, ils voulaient absolument les renvoyer. Attendez, on va où? Bien sûr qu'il va y avoir des centaines de milliers d'immigrants en Europe de très haut niveau technologique, comme le font les Américains. On ne peut pas se fermer au cerveau puissant pour nous, mais aussi pour les autres. Parce que dans nos grandes universités, on a une capacité d'innovation. Il y a des grosses universités en Afrique. D'ailleurs, regardez ce qui s'est passé dans certaines universités africaines qui ont été attaquées par Boko Haram et qui ont tué les étudiants parce qu'ils sont contre. Mais n'empêche que quand même, les grandes universités américaines, chinoises et européennes sont les meilleures. Donc, c'est ça qu'il faut se dire. Comment on capte les cerveaux qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Asie, on les mélange avec les nôtres. On est face à un enjeu de survie de l'humanité. Il faut peut-être changer un peu nos catégories. L'immigré, c'est plus celui qui pousse la boîte. Les 60% des immigrés ont fait des études universitaires. Il faut comprendre ce qui est en train de se passer et mettons dans nos facs les meilleurs cerveaux, notamment dans toutes les facs agricoles, etc. Il y a là des enjeux majeurs, y compris parce que le grand problème de l'Afrique, c'est l'agriculture. Le grand problème de l'Afrique, c'est la connaissance du métier, c'est l'irrigation, c'est l'investissement. Regardez les batailles qu'il y a en Afrique, c'est parfois des batailles entre éleveurs. Regardez ce qui se passe au Darfour, etc. Donc, il y a une responsabilité je dirais, chaque fermier français devrait être associé à un fermier africain. Il y en a qui le font, il y a des associations qui font des boulots fantastiques et tout, mais on devrait dire toute ferme d'Europe est jumelée avec une ferme d'Afrique. Oui, parce que les transferts de technologie, et eux, ils pourraient nous apprendre comment on ne dépense pas d'eau. Regardez en Israël, la quantité d'eau qu'ils utilisent, alors ils sont hyper technologiques, hein, mais justement c'est un excellent laboratoire, mais le Maroc est presque aussi bon. Et donc si vous voulez, c'est ça qu'il faut se dire. Le jumelage entre une ferme d'un pays chaud et une ferme européenne, ça peut être un outil fantastique d'un point de vue culturel, mais aussi technologique. L'échange, c'est ce qu'on essaye de faire à Metzfeld depuis 15 ans. Le goutte à goutte, d'ailleurs, inventé par Israël, se développe beaucoup dans les productions arboriculteurs et légumières. Prenez un peu d'eau, j'arrive pas à l'ouvrir. Dernier point, si je donne la parole au public, vous avez évoqué aussi l'évolution du rapport au travail. Il y a deux choses, il y a le télétravail qui bouleverse la vie des familles, mais beaucoup de métiers, on ne peut pas télétravailler, et il y a aussi le problème du coût de main-d'œuvre qu'on rencontre dans la restauration, dans d'autres métiers et dans l'agriculture, où on a aussi beaucoup de manque à... Le problème du travail, je pense que tout le monde veut un rapport différent au travail. Après, il y a 25% des gens qui sont passés en télétravail. Je pense qu'on va arriver à 30 ou 40% si on regarde d'autres pays. Ne fût-ce qu'un jour par semaine. Mais un jour par semaine, ça change. Après, vous avez les agriculteurs et les ouvriers. En réalité, ils habitent pas loin de leur lieu de travail. Donc, ils n'ont pas une charge transport considérable. Y compris les ouvriers, parce qu'on a mis les usines à l'extérieur des métropoles, et donc en général, les ouvriers habitent dans les communes autour ou dans les lotissements. On l'a bien vu pendant la pandémie. On a un énorme problème avec les gens qui ont bossé tout le temps pendant la pandémie, parce qu'on les paye mal et ils habitent loin. Donc, si vous voulez, moi, je fais pression en ce moment parce que j'ai quelques relais, tout le temps dire il faut casser la politique du logement social. Il faut redonner la priorité au voisinage sur le niveau de vie. Les infirmières, les enseignants, les gendarmes, tout ça, ils doivent avoir un HLM dans le quartier, ils doivent aller travailler à pied. Eux, on ne peut pas les mettre en télétravail. Mais on peut déplacer leur logement, leur donner le droit au déplacement s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Et puis la semaine de 4 jours va être un sujet qui va se développer partout. Alors c'est pas vrai pour tous les métiers. Il y a des métiers où on est très fatigué physiquement. Mais vous savez, ce qui compte aujourd'hui, c'est le pouvoir sur son emploi du temps.
Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les 35 heures auprès d'Elisabeth Guigou et de Martine Aubry, et j'ai bien vu ce qui se passe. Là, c'est la même chose avec la retraite. Les Français sont un des pays où on est le plus attaché à son travail. On a un taux de gens qui travaillent en France. Cette année, on n'a jamais connu un tel pourcentage de la population au travail. Donc il faut faire attention à ne pas raconter trop de conneries sur la flemme. Mais effectivement, ces conditions-là, ce nouveau rapport au travail, c'est le pouvoir sur le temps. L'enjeu, c'est de pouvoir dire demain matin, je vais avec mon foot au match de foot, avec mon gamin au match de foot. C'est pas de savoir si la veille, j'ai fait 1 heure de plus. Ça, c'était le modèle fordiste. Le nouveau modèle, c'est ça. C'était ça l'idée de 35 heures. Pour une raison très simple, quand 83% des femmes travaillent, si on veut faire des bébés et des enfants, il faut avoir le temps de faire vivre la vie familiale. Et si on ne fait pas, ben on n'a plus d'enfants. Alors on voit des sociétés où tout le monde travaille, il n'y a pas de bébé. Alors est-ce que c'est un modèle intéressant? Nous, on a baissé en natalité, mais on est, j'allais dire, moins pire que les autres. Des choses comme ça. Donc cette question de la place de l'enfant dans la famille, avant ça faisait réac de dire ça. Depuis 60, moi qui suis un vieux baba de 68, bon, c'est vrai que quand on parlait de famille, on faisait réac, quoi. Moi j'ai vécu en communauté, tout ça, les familles, bon, ça a changé. Pendant la pandémie, d'abord très fortement, et puis on se rend tous compte que la famille, les enfants, ça nécessite une nouvelle organisation, un nouvel emploi du temps. Sinon, effectivement, il y a le modèle des femmes à la maison. Ne rêvons pas, beaucoup de pays sont encore comme ça. En Allemagne, ils progressent beaucoup. Il y a 10 ans, ils étaient encore très sur le modèle. En gros, une femme qui travaillait, c'était mal perçu. En Angleterre, il y a le contrat 0 heure. Ça, c'est une idée géniale. Contrat 0 heure, je trouve que c'est bien un truc malin. Mais enfin, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de travail. Donc, si vous voulez, effectivement, si on ne veut pas que les femmes aient le monopole de s'occuper des enfants, il faut se donner une question d'un emploi du temps. Il faut penser le temps du couple. Et en réalité, si on prend le temps du couple, les hommes travaillaient 70 heures en 45. Ben, quand on fait 2 fois 35 heures, on fait autant d'heures. Mais ce n'est pas le même partage. Et juste une chose, le temps de travail des agriculteurs a beaucoup baissé. Ils sont très loin des 35 heures, hein, ce n'est pas la question. Mais quand on prend une étude sur le temps de travail des agriculteurs depuis 50 ans, il a aussi beaucoup baissé, comme toutes les professions, même si pas à 35 heures, mais il a baissé quand même. Il a peut-être pas baissé la semaine, mais au moins il peut prendre des vacances, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans. Oui, ça dépend s'il a des animaux. Mais oui. Allez, j'imagine qu'il y a beaucoup de réactions, beaucoup de questions, beaucoup d'envie de prise de parole. Qui c'est qui est Monsieur Micro? C'est toi, Jean-Pierre? Allez, levez-vous, présentez-vous, s'il vous plaît. Allez, monsieur, merci. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. D'abord sociologique. Présentez-vous s'il vous plaît, monsieur. Je suis monsieur Le Ballier de l'association Alternatiba, une association mobilisée sur le réchauffement climatique et ses conséquences. Pour revenir au titre donné à votre discussion, votre présentation, donc défis climatiques, les filières à l'heure de la transition agroécologique. Vous savez sans doute que nous connaissons dans notre département un grave déficit hydrique, grave sécheresse avec des restrictions d'eau qui s'appliquent d'abord aux agriculteurs avec moins de 50%. Le préfet demande moins de 50% de prélèvement par rapport à la normale. L'arrosage des jardins potagers est interdit. Alors que, est-ce que la question en fait que je voudrais vous poser, c'est ne pensez-vous pas que par rapport aux filières traditionnelles qu'on a dans le Roussillon, c'est-à-dire des cultures très gourmandes en eau, comme l'artichaut par exemple, comme la salade, certaines productions fruitières aussi, mais enfin la production de salade en sachet par exemple, pour le lavage de la salade. Vous savez combien il faut de litres d'eau pour faire 1 kg de salade propre, avec 3 lavages, c'est 30 litres d'eau par kilo de salade. Or, on a dans le département beaucoup d'emplois, hein, c'est quand même une filière représentative de l'emploi qui travaille dans ce conditionnement de la salade, quoi. Donc, ne pensez-vous pas qu'il va venir un moment, et très très tôt, où on va devoir remettre en question notre production agricole dans ce département? Merci. Si, mais je veux dire, on va remettre en question la réutilisation de l'eau. On va remettre en question certaines activités qui prennent beaucoup d'eau. Je veux dire, c'est clair, mais quelque part, c'est déjà en train de se passer. Vous voyez, moi, là où j'habite, dans le Vaucluse, ce qui se développe partout, c'est l'amandier et l'olivier. Alors qu'il n'y en avait plus, effectivement, des amandiers, il y en avait quand j'étais petit, puis ils avaient disparu. Et en ce moment, on plante partout des amandiers et des oliviers. Pourquoi? Parce qu'avec le réchauffement climatique, je dirais que on craint plus le gel. Ça peut encore arriver, mais enfin, disons, le gel de printemps sur l'olivier n'est plus une préoccupation majeure. Donc ça veut dire qu'évidemment, il y a ce moment. On développe la vigne en Bretagne.
On fait des essais en Bretagne, j'y vais souvent, et on est en train de faire des essais pour planter de la vigne. On développe la vigne en Angleterre. Donc je veux dire, avec le réchauffement climatique, non seulement ça modifie les périodes dans l'année où il y a les fleurs, etc. Donc ça, c'est tout un autre problème. Comment on a une agriculture qu'on va décaler dans la saison pour qu'on utilise les pluies de printemps, alors que jusqu'à maintenant, souvent, on utilisait de l'arrosage. Donc il y a à jouer sur le temps, il y a à jouer sur les productions, il y a à jouer sur le mélange des arbres et des cultures pour couper le vent, parce qu'il y a la chaleur qui évapore et il y a le vent qui assèche. Donc il y a différents types, c'est pour ça que tous les débats sur les arbres à l'intérieur, non seulement parce qu'ils captent le carbone, mais parce qu'ils coupent, parce qu'ils font de l'ombre. Alors un arbre, si vous voulez, en moyenne, ça bouffe autour à la taille de l'arbre. Si vous prenez un arbre de 4 mètres autour du tronc, il bouffe le sol. Mais après, sur les 8 mètres suivants, c'est l'inverse. La terre est meilleure, elle est moins humide. Elle est moins sèche, pardon. Vous voyez, il y a toutes ces techniques qu'on est en train d'apprendre. Mais je suis d'accord, il y a des métiers qui vont changer, qui vont se déplacer dans l'espace. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du vin. Parce que, si vous voulez, si on prend les niveaux mondiaux, le grand territoire agricole de l'avenir, c'est la Sibérie. Ce qui se passe en Sibérie, au-delà de ce qui se passe avec Poutine, je ne veux pas du tout faire l'éloge de Poutine, ça ne serait vraiment pas ma tasse de thé. Mais le réchauffement du climat, quand vous allez en Sicile, on a tous appris à l'école que c'était le grenier à blé des Romains. Moi, quand je suis allé en Sicile, je me suis dit, les pauvres Romains, ils ne devaient pas manger grand-chose, parce que franchement, les sommets de Sicile, ça ne me fait pas penser à un grenier à blé, moi. C'est la même question. Donc, il faut se dire, comment par territoire on peut protéger, donc par ça, et effectivement, quelle culture, est-ce que le sorgho va remplacer le tiers du maïs, on travaille là-dessus, ou pas? Donc, je veux dire, c'est aussi des problèmes de financement de la recherche, parce que la recherche a beaucoup joué. On a des plants qui consomment déjà beaucoup moins d'eau qu'il y a 30 ans. Donc il y a aussi ce type d'évolution, il y a un investissement sur la recherche, il y a effectivement le fait d'utiliser toutes ces techniques pour qu'il y ait moins d'évaporation, voilà. Et puis peut-être qu'effectivement, il y a des cultures qui vont se déplacer, parce qu'il y a des endroits où il pleut beaucoup, et les salades, on ne pourrait pas les sécher, on pourrait les mettre en Belgique, elles se laveraient dehors. Je suis caricatural, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut se poser toutes ces questions, mais chaque fois on se dit, mais comment on accompagne les exploitations? Parce que la vraie question, les paysans, ils font des salades, ils peuvent faire autre chose, mais à condition que le nouveau modèle agricole, les nouveaux investissements, les nouveaux savoir-faire soient intégrés dans une chaîne de transformation. Ce métier va tellement se transformer qu'il relève d'une vraie solidarité nationale, je veux dire. Mais pour ça, il faut que le métier soit lui-même porteur de la révolution écologique. C'est-à-dire que si le monde agricole dit c'est nous qui allons porter l'essentiel de la révolution, le fric, vous savez, le fric, il vient toujours quand on a de bonnes idées. C'est le plus difficile dans la vie. Moi, j'ai toujours considéré que c'est les idées. Le fric, en réalité, on en trouve plus qu'il n'en faut souvent. Alors, je vais rebondir, avant de vous laisser la parole, monsieur, pardon, sur la question de la recherche. Faut-il aussi avoir envie d'aller chercher, même aux limites de ce qu'on connaît aujourd'hui? Je pense au débat sur les nouvelles technologies végétales, qui est très difficile à faire rentrer dans le public, alors qu'on peut trouver des solutions pour des plantes moins gourmandes en eau ou moins sensibles à telle maladie, etc. C'est-à-dire que ça commence dans l'alimentation et ça finit dans le champ. Mais avant, vous savez, on disait l'agriculture, ça va du champ à l'assiette. Et moi, souvent, dans les cours agricoles, je dis oui, d'accord, en gros, c'est des mecs qui produisent pour les nanas qui cuisinent. Et peut-être qu'il serait mieux de se demander qu'est-ce que les dames cuisinent, qu'est-ce que les messieurs pourraient cuisiner, déjà, avant de savoir ce qu'on produit. Donc, on est là sur toute une évolution. Aujourd'hui, on part de l'assiette. On a une société où on vit 20 ans de plus que nos parents. On a 20 ans de plus. Et on a envie d'être beau et séduisant. On fait 2 fois. Y compris, on fait l'amour tard. Donc, on a envie d'être séduisant longtemps. Mesdames, le micro comme ça. Je suis comme ça, mais c'est... Voilà, là. Je ne suis pas dans une manif en train de taper sur un CRS, là. Je suis en train de discuter. Donc, si vous voulez, tout le rapport à l'alimentation, à la beauté du corps, c'est de là qu'il faut partir. Vous savez, j'avais ouvert un congrès des OGM une fois, et je leur avais dit, mais si vous aviez commencé à faire un OGM qui fait maigrir, il n'y aurait pas eu de problème. C'est-à-dire, si on était parti du bout de la chaîne, et de dire, attendez, on va faire une évolution, on va vous faire des OGM, vous allez voir, vous allez tous perdre 10 ou 15 kilos facilement. C'était pas la même logique. Il faut partir du corps de gens qui travaillent pas avec leur corps, de corps de gens qui sont beaucoup assis. Moi, quand je vois les gens qui courent dans la campagne, je me dis, au fond, ils pourraient bûcheronner un peu, ils pourraient faire d'autres activités que cette dépense d'énergie. Bon, enfin, s'ils veulent courir, ça ne me gêne pas. Donc, je veux dire, le corps devient un objet de séduction, un objet de longue durée, et un objet, effectivement, qui est très souvent immobile. Et l'ordinateur renforce ce processus, y compris le télétravail. Donc, si vous voulez, ça veut dire que c'est de là qu'il faut partir et remonter jusqu'au champ. Et qu'est-ce qu'on mange, à quelle saison? Et souvent, c'est les enfants qui nous engueulent. Parce que dans les écoles, ils ont des cours sur les produits de saison. Et on leur en parle.
Et il dit, mais pourquoi t'achètes des tomates, papa? C'est pas la saison. Et il dit, écoute, on est un peu gêné parce qu'on regarde d'où elles viennent du Chili, elles viennent de Belgique aussi. Ils sont très bons en tomates, c'est quand même rigolo, mais ils les font, je pense qu'ils les réchauffent. Il y a toutes ces questions qui sont devant nous. Et puis la question de la réutilisation de l'eau, c'est une question absolument essentielle parce que l'eau peut servir plusieurs fois. Quand on dit il y a tant de mètres cubes pour laver des salades, mais l'eau après elle fait quoi? C'est la question, parce qu'elle peut laver de la salade plusieurs fois si elle passe dans une station spécialisée, écolo, etc. Or, tout ça, il faut qu'on apprenne ces codes culturels, parce qu'on on avait l'impression que l'eau était un bien illimité, et donc on n'a pas les codes culturels pour effectivement consommer moins. Mais ça va venir, mais il va falloir qu'on se bouscule, mais ça va venir. On regardait le nombre d'hôtels où il n'y a plus de baignoire. On passe à la douche. C'est une grosse économie d'eau. Une piscine, ça évapore l'équivalent d'une baignoire par jour. Donc, il faut voir les quantités, si vous voulez. Donc, à la limite, je veux dire, j'enlève ma baignoire, je garde ma piscine. Allez, monsieur. Ça marche? Oui, voilà. Oui, bonjour, monsieur Viard. Je suis un fan des émissions où vous intervenez régulièrement sur la 5, donc ça me fait beaucoup plaisir de vous voir pour de vrai. Moi, je suis horticulteur dans le Gers, mais ma question ne porte pas directement sur le métier, elle porte sur... vous évoquez des perspectives d'avenir qui nécessitent des révolutions de pensée, des révolutions technologiques, des révolutions de comportement. Et en même temps, vous évoquez 37% des jeunes femmes qui ne veulent pas faire d'enfants. Des jeunes femmes diplômées. Oui, il y a un gros écart entre les filles diplômées et les filles non diplômées. Qui plus est, alors il a été évoqué aussi que je crois que c'est 37% des Français pensent que le réchauffement climatique n'est pas d'origine anthropologique, n'est pas dû à l'homme. 12% des Français sont des platistes. Et on voit dans les antivax et autres complotistes tout un tas d'attitudes qui ne peuvent en rien nous apporter ces solutions pour l'avenir. Et alors, j'écoute aussi beaucoup Étienne Klein. Donc, comment faire pour que l'ensemble de la population se mobilise et pas que les 5 ou 10%? Où est-ce qu'on sera dans des schémas d'avancée de la science classique où c'est d'abord quelques élites qui font et puis le reste qui vient par force? C'est une vraie question, j'entends bien ce que vous dites, mais je pense que la pandémie a beaucoup changé la donne. Vous savez, la première question des gens, c'est manger à la fin du mois et pas être en danger. Je suis allé au Liban le mois dernier faire une conférence au théâtre de Beyrouth. C'est compliqué de faire une conférence au théâtre de Beyrouth. Le port, il a explosé, il n'y a plus d'électricité, les 2 tiers des commerces sont en faillite. Donc, vous pouvez leur parler de révolution écologique, mais bon, c'est pas évident. C'est moins évident que chez nous. Donc, je suis en partie d'accord avec vous. Mais en même temps, je pense que la société a beaucoup plus évolué souvent que la classe politique, notamment les élus locaux. Parce qu'il ne faut jamais oublier que la majorité de nos élus locaux sont des retraités. J'ai rien contre les retraités, je le suis aussi. Donc, au contraire, au siècle dernier, on serait tous morts, hein, les plus de 70 ans. Donc, moi, je suis très content d'être encore là et que les 20 ans d'espérance de vie qu'on a gagnés me font un grand plaisir à titre personnel. Donc, si vous voulez, il faut voir ça. Mais après, c'est vrai que les choses sont... Mais je pense que la société a plus évolué un peu que vous ne le dites. Mais après, il faut se donner des objectifs simples et immédiats. Vous voyez, quand on vous dit en 2050, moi, je ne me motive pas pour 2050, quoi. C'est vachement loin. On a envie d'action à court terme. Quand on décide, par exemple, vous prenez des territoires, vous prenez le groupe Utopie que je connais bien, qui fait des analyses de structure carbone par territoire, tout privé, public, etc., transport, industrie, agriculture. Et puis après, on fait des grandes réunions, on dit voilà, comment on diminue en 10 ans l'impact carbone de notre territoire? Peut-être qu'on va commencer par cette cheminée d'usine qui pollue. Peut-être qu'on va commencer par les cantines. Mais on se donne le temps. Il y a des choses qui prennent plus de temps, mais on est tous dans la même galère. Les agriculteurs expliquent leurs problèmes, parce que c'est bien les industriels, les communes, etc. Et cette idée de solidariser la lutte contre le carbone par territoire, c'est-à-dire par bassin de vie. Vous voyez, c'est des idées qui se font. C'est la même question que sur l'eau. Il faut discuter par bassin, ou s'il y a de l'eau, si on n'en manque pas, si on peut avancer les cultures, les décaler, si effectivement on peut faire qu'il y ait moins d'évaporation. Regardez par exemple, il y a des lacs qu'on couvre de panneaux solaires. Pourquoi? Parce que ça empêche l'évaporation et en même temps ça produit de l'électricité. Donc si vous voyez, tous ces modèles-là, ils sont en matière d'innovation, il y en a sans doute qui vont disparaître. Mais regardez en France, la bataille contre les éoliennes. Moi je m'étais occupé ici, quand on a enterré les lignes électriques pour aller en Espagne, on m'avait invité, comme j'ai beaucoup travaillé sur le tourisme, comme grand témoin, on s'attendait à ce que je dise oui, il faut tout enterrer, c'est un scandale, un poteau électrique. Je dis écoutez, moi, vous savez, poteau électrique, moi j'ai un peu l'impression que c'est Tintin au Congo, avec les grands trucs, ou Tintin, les éoliennes, pour moi ça me fait penser à Tintin quand il est dans les Andes, tout ça. Et je dis que, vous savez, quand on a mis les grands poteaux électriques, les gens se sont habitués, maintenant ça semble normal. Alors si on peut enterrer, je ne suis pas contre.
Mais je veux dire, c'est peut-être pas l'objectif premier. Et vous voyez, sur tout ça, il y a une évolution culturelle. Après, il ne s'agit pas de mettre des éoliennes au milieu des villages. On en a mis quelques-unes. Des fois, je me demande s'il y a des mecs qui ont un cerveau, quoi. Parce que c'est évident que les éoliennes, il faut les mettre là où on n'habite pas à côté. Enfin, ça me semble tellement évident, même si je sais très bien les enjeux économiques, notamment pour les communes. Et je vous rappelle quand même une chose. Une éolienne, ça produit de l'électricité pour 5000 foyers. Donc, chaque fois que vous voyez une éolienne, dites-vous, il y a 5000 foyers qu'on a. Et si vous regardez votre ville, combien nous font d'éoliennes chez nous? Vous voyez, je ne dis pas qu'il y en aura partout, mais je trouve que c'est la communication est mal faite, parce qu'ils n'ont pas dit ça au début. Moi j'ai un village, j'en ai 5000. Depuis, je me dis, on aurait une éolienne, on aurait tous de l'électricité, on pourrait peut-être s'en acheter une. Vous voyez, donc il y a toutes ces réflexions-là. Il faut que ça rentre dans nos quotidiens, dans la vitesse de nos vies, et qu'on étalonne la base carbone par territoire, que ça soit ce que tous les ans on puisse faire un diagnostic. Et si vous voulez, dans les entreprises, c'est la même chose. Mais moi, j'aime beaucoup qu'on fasse par territoire. Parce que ce n'est pas une opposition, service public, entreprise privée, agriculteur. Non, on a un problème commun. On sait le carbone d'un territoire, ce n'est pas très difficile à calculer. On sait l'objectif qu'on s'est donné avec la COP21. Comment on fait dans le territoire? Et peut-être qu'on va commencer par les voitures électriques, etc. Regardez l'Île-de-France, ils viennent de décider qu'ils interdisaient les vieux diesels, mais qu'ils autorisaient les taxis diesel. Ah, moi j'étais furieux, je dis, vous êtes complètement cinglés. L'objet qui circule le plus reste diesel, et la mémé qui va à Pérou une fois par semaine, on va l'empêcher de rouler en voiture. C'est des mesures comme ça, oui, c'est sûr que les gilets jaunes, pour leur mettre ça marche bien. C'est-à-dire, il faut partir de ces réalités. Voilà, moi je pense qu'il faut qu'on ramène le combat dans notre proximité et dans notre distance-temps, qui est celle de nos vies à court terme. Parce que c'est ça qui peut faire que d'un coup, on va se saisir des sujets. Parce que ce qui va se passer dans 50 ans, je suis très solidaire de mes petits-enfants, il se trouve qu'en plus j'en ai énormément, donc je suis très très sensible, mais enfin c'est quand même loin. Allez, il nous reste une petite dizaine de minutes. Qui a envie de s'exprimer? Ah là, Jean-Pierre, là, regarde. Merci Monsieur Viard pour tous ces propos. Moi j'ai une question très simple. Présente-toi parce que tout le monde ne te connaît pas. Laurent Panayotti, moi je travaille pour ADOC, j'organise un peu l'événement, mais j'ai une vraie question à vous poser. On a parlé beaucoup de révolution agro-écologique, de mouvements de citoyens, d'engagement. Pourriez-vous nous donner un petit peu votre sentiment sur le rôle des politiques aujourd'hui? Quel combat ils doivent mener, parce qu'on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a un décalage, un fossé entre l'engagement des citoyens et ceux des politiques. Oui, c'est vrai, mais là je dirais aussi que le problème, si vous voulez, ça a été très net pendant la pandémie. C'est-à-dire que les politiques qui ont été au pouvoir se sont battus à court terme tous les jours. Ils n'ont pas vécu la pandémie comme nous. D'ailleurs, si vous regardez les trois pays qui sont les plus violents, c'est Israël, la Russie et la France. Au fond, on a le même patron. Bon, c'est sans doute pas c'est pas une question du patron lui-même, hein. C'est que ceux qui ont été à la barre et qui se sont battus à toute vitesse, ils n'ont pas vécu la pandémie comme nous. Ils n'ont pas été traumatisés de la même manière, etc. Bon. Donc je pense, si vous voulez, qu'il y a un problème d'adaptation des politiques. Et en même temps, on est dans une société où on vit par génération. C'est-à-dire que la classe démocratique, ce sont les retraités. Là, on ne vote quasiment pas, ou très peu avant d'être retraité. Et les retraités, ils ne sont pas du tout inactifs. Ils s'occupent de la démocratie locale, ils s'occupent de l'associatif, ils s'occupent de la solidarité, les maraudes, les restos du cœur, etc. Et puis, ils s'occupent de l'intrafamilial. Les retraités font autant d'heures de garde d'enfants que les tatas. Et les jeunes retraités s'occupent des vieux retraités. Donc la grande classe démocratique, c'est les retraités. Je dirais que c'est là où il y a un énorme boulot. On ne va pas demander aux jeunes d'entrer dans les conseils municipaux. Je veux dire, on n'est pas dans une société comme ça. On n'a pas envie. C'est plus comme avant. Effectivement, les jeunes, quand ils vont voir un conseil municipal, c'est parce qu'il n'y a pas de ballon au club de foot ou parce que ça ne marche pas. Donc c'est dans une logique de revendication ou pour s'accrocher à un tableau à cause du réchauffement climatique. Et puis, vous savez, en gros, on devient adulte un peu avant 30 ans. Le premier CDI, c'est 29 ans et le premier bébé, c'est 30 ans et 4 mois. En gros, c'est le moment où on devient adulte. Et puis, en moyenne, les mariages dans les grandes villes, ça dure 5 ans, et 63% des enfants naissent en mariage. Donc, on est complètement sorti des cadres institutionnels, mais parce qu'on est extrêmement libre. Mais c'est comme l'abstention. Moi, je dis, oui, le taux d'abstention, c'est un peu comme les enfants en mariage. En gros, on n'a plus besoin d'institutions, mais ne touchons pas la démocratie. Là, avec le 49.3, tous les gens étaient furieux. La plupart des gens qui étaient furieux n'étaient peut-être pas allés voter depuis 20 ans. Mais on est très attaché à la démocratie, c'est pas pour ça qu'on a envie d'y aller. De même que, on est très... Alors moi je dis toujours aux gens, je fais une petite parenthèse, mariez-vous le jour de votre prise de retraite. Le seul intérêt du mariage, c'est la réversion de la pension. Non, il faut le dire tous les jours, parce qu'on oublie, c'est vachement important, attendez. Et le Pacs n'a pas de réversion de pension. Le Pacs n'en a pas.
Sans compter, comme 63% des bébés naissent hors mariage, ça veut dire que la majorité des gens n'auront pas de réversion. Et pour beaucoup de femmes de milieux populaires et tout, c'est absolument essentiel. Et dans le débat des retraites en ce moment, on n'a pas parlé des réversions de pension. Or, pour les femmes, c'est absolument important. Bon, je ferme ma parenthèse sur les retraites. Donc, j'entends ce que vous dites. Si vous voulez, on peut toujours dire la société n'évolue pas assez vite. Vous savez, ce que disait Chandler-Lagor, il disait, il y a deux façons de voir une société. Il y a ceux qui disent qu'est-ce qui va se passer. Et puis il y a ceux qui disent qu'est-ce que je peux faire. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est cette deuxième question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que je peux faire? Et si on se pose cette question massivement, petit à petit, parce qu'on va gagner la bataille climatique, il n'y a pas de raison qu'on ne la gagne pas, parce que d'un point de vue technologique ou scientifique, on va faire des progrès, mais on n'a pas de problème majeur. Par contre, il faut qu'on réfléchisse autrement nos investissements, nos modes de vie, nos dépenses. Mais il ne faut pas qu'on arrête de vivre. Moi, j'arrête pas de défendre les voyages en avion et les piscines. Alors on me dit non mais Viard, évidemment. Je dis mais attendez, effectivement, c'est une société de l'eau, c'est une société du voyage. On ne gagnera la guerre climatique que tous ensemble, comme on a gagné la pandémie. Si on ne connaît pas la culture des autres, si on n'est jamais allé en Afrique, en Amérique, en Chine, c'est génial. Je ne dis pas qu'il faut aller toutes les semaines. Mais moi, je considère qu'avoir mis un pied à New York, un pied en Afrique et un pied en Asie une fois dans sa vie, c'est essentiel pour comprendre les autres, voir comment ça marche, voilà. Et pas simplement avoir l'image qu'on a chez nous. Parce que la guerre climatique est une guerre mondiale. Donc, je veux dire, pour avoir envie de se battre ensemble, il faut un peu d'amour entre nous. Bon. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça que le tourisme, pour moi, c'est le lien qui construit l'humanité, parce que le tourisme est un partage de culture. Et donc, si vous voulez, il faut développer. Mais après, par exemple, moi, je serais très pour que les low-cost, on ne puisse pas faire des voyages en moins d'une semaine. Vous voyez, comme on a décidé qu'on ne peut pas faire d'avion. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il faut réduire. C'est absurde d'aller à Marrakech pour le week-end. Enfin, je veux dire, il y a des avions entiers qui partent de Paris le vendredi soir, ils rentrent le dimanche soir. Excusez-moi, l'impact écologique par rapport, je trouve ça absurde. Vous voyez? Donc, je pense que tout ça a besoin d'énormément de régulation. C'est d'ailleurs la même chose sur le complotisme, on a posé la question. On est en train en Europe de mettre en place les règles pour maîtriser la sphère du numérique. Moi, je trouve que c'est un énorme enjeu, y compris d'un point de vue sentimental. Moi, je pense que vous savez que les enfants entre 10 et 11 ans, la plupart ont déjà vu les films porno. Je trouve que c'est complètement déstructurateur de leur imaginaire sentimental. Mais c'est pareil sur le complotisme. On est en train de découvrir que le numérique a été porté par des milieux ultra-libertariens américains et qu'au fond, toute société a besoin de règles. Ça s'appelle le droit. Et s'il n'y a pas de droit, on ne s'en sort plus. Et donc, on est en train de le faire entrer dans la sphère du numérique. Une petite dernière pour la route, ouais, vas-y. Je me lève vers toi et présente-toi. Alors, Guy Dubon. Oui, il est un peu autoritaire, mais c'est son rôle. Hein. Donc, Guy Dubon, je suis journaliste dans la presse spécialisée de l'agriculture. Vous avez, au travers de votre réflexion sur la pandémie, vous avez mentionné qu'il s'agissait de la fin de la culture du progrès, de la révolution industrielle. Enfin, vous considériez que c'était une partie. Et vous n'avez pas parlé de notion de décroissance. Et donc, je vous interroge votre réflexion sur ce mot-là, tout simplement. Je ne l'utilise pas, si vous voulez, parce que je pense qu'il y a des choses qui vont croître et des choses qui vont décroître. Mais elles vont surtout changer. C'est pour ça que j'ai pris des exemples dans l'alimentation, le nouveau rapport au corps, qu'est-ce qu'on va manger, etc. Je pense beaucoup plus dans ces termes-là. Parce que si vous voulez, si vous dites on va décroître, les gens qui plaident pour la décroissance, ils ont le droit. On est en train de réinventer le champ politique de la guerre climatique. Il n'existe pas. On ne va pas se répartir comme dans les sociétés anciennes. En gros, il y avait la droite et la gauche. Pour aller vite, en gros, le capital et le travail, pour être simple. Ça ne fait pas usage pour la guerre climatique. Ce n'est pas les mêmes fractures, même s'il y a toujours des problèmes de ce niveau-là. Donc, on est en train de réinventer. Je dirais, il y a ceux qui veulent marcher à pied et ceux qui sont pour les voitures électriques, pour être caricatural, ou sur plein de sujets, ça va être comme ça. Et le gros problème qu'on a, vous voyez, c'est que on ne peut pas, vous voyez Paris par exemple, je critique souvent la politique de Paris, je suis pour le vélo, mais il se trouve quand même qu'à Paris, il y a que 2 millions de personnes qui habitent dans la ville, il y en a 4 millions qui rentrent tous les jours. Donc qui est-ce qui décide de comment on vit dans la ville? C'est ceux qui y dorment ou c'est ceux qui font tourner l'économie urbaine? Vous voyez, c'est tous ces sujets-là. Et donc sur plein de sujets, il faut se poser ces questions en disant oui, on va tous, vous savez, c'est comme dans les guerres. Dans les guerres, on va moins souvent au médecin, parce qu'on se dit qu'il faudrait mieux le laisser pour les vrais malades. Mais l'espérance de vie croît pendant les guerres, parce qu'on fait de la recherche, je dirais un peu à vif, un peu à chaud. Alors, je vous rappelle qu'on a inventé les infirmières pendant la guerre de 14-18, c'est les Anglais qui ont inventé les infirmières. Nous, en France, en 14-18, on récupérait les putes dans les bordels, alors on disait, puisque tu t'occupes des corps, tu vas aussi les soigner. Donc effectivement, c'était pas sûr que d'un point de vue médical, c'était la meilleure technique. Mais donc, si vous voulez, c'est pour dire, toutes ces périodes sont des périodes d'innovation, de transformation.
Moi, je crois qu'il faut beaucoup plus regarder devant, ce que ne fait pas la politique pour l'instant. Moi, je rêve d'un président de la République qui se mette en avant, qui dise « je vais être le leader de la guerre climatique ». Et puis après, on va se répartir suivant nos intérêts, nos âges, nos modes de vie, et on va s'engueuler, et on va faire des camps qui vont s'affronter. Mais c'est ça la politique. Mais pour qu'il y ait de la politique, il faut qu'il y ait un commun. S'il n'y a pas de commun, il n'y a pas de politique, il y a des guerres civiles. Et il faut qu'il y ait un commun. Le progrès est un commun. Je pense que la guerre climatique va devenir un commun. Et on va retrouver des façons de s'affronter. On n'est pas obligé d'être tous d'accord. Vous voyez, moi par exemple, je circule en voiture pour venir vous voir. C'est vrai que j'aurais pu venir en train comme mon camarade. Mais venir de chez moi en train, il fallait que je parte hier matin. Donc là, j'ai un dîner ce soir. Vous voyez, donc chacun fait des choix. Et on peut en discuter. Et je pense que sur tous ces sujets, ça va être comme ça. Et donc il faut plutôt aller vers un débat démocratique à l'intérieur de la guerre climatique. Et la guerre climatique, elle va faire tourner l'inflation pendant longtemps. Les guerres, ça se finance par l'inflation. Celle-là comme les autres. En ce moment, l'inflation est augmentée par l'attaque russe sur l'Ukraine. Mais l'inflation, à mon avis, est un phénomène de longue période. Parce que par définition, regardez l'État, nos 3 000 milliards de dettes. Regardez comme le ministre des Finances est tout content parce qu'il a baissé son endettement. Une bonne inflation, vous gagnez 300 milliards par an. Petite inflation à 10%. Alors on va la ramener à 3-4. Mais vous vous rendez compte ce qu'on économise Mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. Non, c'est vrai pour chacun d'entre nous qui rembourse un emprunt. Et par contre, c'est pas vrai pour la jeunesse. Qui, à la limite, ne peut plus acheter. Voyons qu'il y a un énorme problème avec la jeunesse. Mais il faut regarder les choses comme ça. Je pense qu'on va construire une saine politique autour du réchauffement climatique. Et ça, je pense que ça va prendre un peu de temps, mais on est en train petit à petit d'y accéder. Alors, on voit bien qu'il y a des camps politiques qui sont plus sensibles que d'autres, mais dans ceux qui agissent, c'est pas aussi évident que ça. Si je me place pas au niveau des discours, et je m'arrêterai sur une chose peut-être pour conclure, il y a un accord qui m'a fasciné. On a signé le mois dernier l'accord sur la haute mer. Ça fait 25 ans qu'on n'arrivait pas à décider comment on protégeait la haute mer, qui est l'essentiel de l'humanité, de la Terre, pas de l'humanité, de la Terre. On est arrivé à faire un accord sur la haute mer. On ne l'aurait jamais fait sans la pandémie. On ne l'aurait jamais fait, comme on n'aurait jamais instauré les voitures électriques en 2035, etc. Donc les accélérations sont fulgurantes. Il faut aussi les éclairer, et surtout arrêter de dire on ne fait rien, ou alors c'est trop tard. Parce que les deux choses sont extrêmement dangereuses. Si on dit on ne fait rien, par exemple on oublie l'accord sur la haute mer, les bras vous en tombent et on va s'affronter. Si on dit il est trop tard, les gens vont faire n'importe quoi. Ils vont pas me faire chier avec ma piscine parce que de toute façon, les paysans, regardez ce qu'ils font, etc. Et on commence uniquement à s'engueuler entre nous. Non, il faut dire on fait, pas assez, on fait beaucoup, éclairer ce qu'on fait, éclairer ce qu'il faut faire de plus. Et ça fait une bonne bataille politique qui peut devenir extrêmement amusante. Mais n'oubliez pas que ce qui se passe là, c'est une révolution industrielle comme celle de 1840, 1860 en Angleterre, une immense révolution industrielle. Donc il y a d'immenses opportunités pour ceux qui vont chercher à en saisir le fil. Ceux qui vont essayer de retarder le mouvement, à un moment, ils seront morts. Et donc la vraie question, c'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les fermes, sont des entreprises, etc. Comment on arrive à profiter des opportunités de la révolution climatique? Il faut le penser comme ça pour que ça soit positif. Mais il y aura des victimes, évidemment, les gens des deltas. Et c'est heureusement qu'on n'habite pas au Bangladesh, par exemple. Il y a des endroits, ça va être terrible. Et il y a des entreprises qui vont faire faillite. Mais même en ce moment, regardez les jeunes, ils adorent aller travailler chez Total, vous croyez non? Des groupes comme Total ont du mal à recruter. Parce que tu rentres le soir à la maison, tu dis chérie, je suis embauché chez Total. Bon, elle va demander combien tu gagnes, mais je veux dire, ça ne fait pas rêver. Alors si vous êtes pris dans une start-up hyper écolo, vous avez une meilleure image. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut essayer de petit à petit d'avancer. Donc ne réduisons pas, mais dites-vous surtout qu'on va gagner cette guerre climatique. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas, mais il va falloir se bousculer. Merci. Eh bien, merci de terminer sur une note d'optimisme.